Bonjour à tous. Je vais effectivement vous restituer un projet de prospective territoriale portant sur le territoire du Grand Nancy, dans la région Grand Est. C'est un projet qui a été lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt France 2030 sur les compétences et métiers d'avenir et qui a donc reçu le soutien de France 2030, du gouvernement, de la Banque des territoires et de la Caisse des dépôts et consignations. C'est un projet qui est porté par la Maison de l'Emploi du Grand Nancy, Numéum, Saisie École d'ingénieurs et puis le cluster d'entreprises Nancy Numérique. Donc un projet et une équipe, je dirais, polyvalente dans ses profils, à la fois formation, acteurs du territoire et entreprises, qui ont exprimé la volonté de travailler ensemble sur le diagnostic des besoins en emploi et compétences en cybersécurité du territoire, avec un ensemble de partenaires sur lesquels je ne vais pas revenir, à la fois des institutionnels, classiquement sollicités dans ce type de soutien aux filières, des entreprises du numérique, et puis un grand nombre d'organismes de formation du territoire. Donc c'est au total 26 entités qui ont contribué ensemble dans une démarche de prospective participative à établir ce diagnostic sur une durée de 6 mois et un certain nombre de rencontres sur lesquelles je vais passer. Alors la démarche Forci, et c'était ça la raison pour laquelle on nous a sollicité pour présenter ce diagnostic, c'est une démarche un petit peu d'excellence du point de vue méthodologique, parce que souvent on est un petit peu limité sur les approches RH et territoriales sur 1, 2 ou 3 outils. Et bien là, on avait le désir, sur un écosystème assez ramassé, d'utiliser tous les outils disponibles pour l'approche RH, c'est-à-dire une dizaine de briques méthodologiques complémentaires, pour faire vraiment un diagnostic fin. Et ça nous a permis de faire presque exister en fait cet écosystème, de le reconstituer et de pouvoir affiner, d'être particulièrement robuste sur les conclusions. Donc 4 volets, un volet économique autour d'éléments statistiques, d'un diagnostic stratégique, surtout d'une enquête employeur, une enquête employeur fine et une modélisation des flux RH et du coup du besoin et des collaborateurs disponibles à 2030 pour pouvoir répondre aux besoins du territoire. Un volet sur la formation, plus classique, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, de veille et de cartographie, mais là aussi avec une enquête auprès des organismes de formation qui permet d'avoir un regard croisé sur les interactions entre les acteurs entreprises et formation. Nous avons tout un volet sur les parcours de reconversion. Je vous en toucherai également un mot, bien sûr, puisque c'est d'une certaine manière l'annonce du plan. Parce qu'on a eu la chance de pouvoir suivre quelques trajectoires de reconversion très éloignées du monde de la cyber. Et c'est très intéressant pour comprendre les qualités qui sont attendues dans ces métiers et comment on peut aller, du coup, favoriser ces parcours de reconversion au bénéfice du vivier de cyber qui est, vous le savez, un petit peu trop étroit pour répondre à l'ensemble des besoins. Ces 3 briques travailler ensemble sous la forme de scénarios prospectifs nous ont permis aussi d'élaborer un certain nombre d'hypothèses, de simulations à 2030 pour voir quels étaient les points d'effort sur lesquels le territoire devait travailler pour renforcer sa cyber-résilience. Alors, sur les besoins en compétences, c'est notamment le diagnostic, l'enquête que je vais vous restituer. L'écosystème du Grand Nancy compte environ 130 employeurs de compétences cyber, à la fois des entreprises spécialisées sur la cyber et de grands employeurs qui ont un pôle cyber dédié avec donc des profils cyber. C'est sur ces acteurs que porteront les premiers résultats. Alors, il existe vraiment sur le territoire du Grand Nancy un certain nombre de pépites vraiment spécialisées dans la cyber. Mais si vous regardez ces premiers résultats, je ne vais pas tout détailler, je vais aller un petit peu vite, je vais juste vous donner les pointes. Vous verrez que ce ne sont pas que des acteurs spécialisés de la cyber. En revanche, une caractéristique, c'est qu'un employeur sur 2 a moins de 10 salariés. On est vraiment sur des TPE et c'est souvent le cas dans le secteur, sur la cybersécurité. On a des toutes petites entreprises qui répondent à des besoins parfois de niche. Donc 90% sont des TPE-PME. On a peu de pure players. Et du point de vue du démarrage de leur activité, on a 40% de l'écosystème qui a démarré la cyber depuis 2018. Et les autres de façon plus ancienne. Ils étaient souvent insérés dans le territoire de façon depuis plus de 15 ans.
Alors, quels sont les premiers résultats du dialogue avec les entreprises? C'est déjà en matière de compétences cyber, ce qui monte, la pointe forte, c'est l'hybridation des compétences. C'est-à-dire qu'un acteur aujourd'hui positionné sur la cyber a certes besoin de talents technologiques, mais il a besoin de plus en plus de juridiques, parfois maillés, c'est-à-dire que les talents techniques soient sensibilisés aux problématiques juridiques. Et puis pour accompagner notamment les clients ou en interne, pour assurer la mise en œuvre de la cybersécurité, le besoin d'accompagnement organisationnel et humain sur toute la question de la gouvernance et de la gestion des risques. Donc on est désormais sur une réelle transformation complète des écosystèmes, depuis la gouvernance, la mise en œuvre d'un certain nombre de procédés, de process, de bonnes règles de gestion, de bons usages et des apports techniques et juridiques indispensables. Donc les répondants, en termes d'entreprise, sont positionnés, vous le voyez sur la partie droite, un petit peu sur ces différents profils. On a certes des spécialistes technologiques, on en avait plus d'un tiers, mais aussi un gros tiers qui couvre en termes de prestations l'ensemble de ce besoin en compétences. Les effectifs en cybersécurité sur le territoire sont de l'ordre de 750 à 900 collaborateurs impliqués. Et on sait qu'il y a une réserve de talents, à peu près 150 collaborateurs, qui pourront venir appuyer lorsque la demande se renforcera. Parce que là, c'est une autre caractéristique des écosystèmes. C'est que malgré la menace, malgré l'augmentation des menaces, les acteurs, qu'ils soient publics ou privés, ont encore du mal à exprimer un besoin et à se faire accompagner, appuyer par les entreprises. En matière de formation, celle-ci, je vais pouvoir la passer relativement vite. On a un écosystème très dense sur le territoire, à la fois sur le territoire du Grand Nancy, depuis le BTS jusqu'aux formations doctorales, et puis sur l'ensemble de la région, qui permet de fournir sans difficulté en fait, les besoins, même si, troisième caractéristique de cet écosystème, les talents cyber eh bien, sont chassés, sont recherchés, et notamment du côté de la frontière, de l'autre côté de la frontière, par le Luxembourg ou l'Allemagne. Et donc on a un sujet quand on souhaite préparer et réduire le risque de manque de ressources, c'est qu'il faut former davantage que les besoins du territoire pour anticiper les départs du territoire. D'accord ? Donc par exemple, pour ce qu'on a évalué, pour 50 profils locaux, pour répondre à 50 emplois localement, il faut à peu près former 250 à 330 profils, compte tenu en fait, de ces mobilités très importantes dans le secteur à dominante technique. L'étude a surtout porté à essayer d'affiner les besoins en compétences en ciblant sur une vingtaine de compétences plus précises qui vous sont ici présentées. Vous pourrez retrouver dans le document leurs détails. Alors, on s'est intéressé aux compétences les plus socles, les technologies de sécurité et de configuration des outils associés à l'architecture, tout ce qui est pare-feu, antivirus, techniques d'authentification. Tout ce qui est développement logiciel, ingénierie logicielle, le développement de l'ingénierie numérique, et puis progressivement tout ce qui est autour de la cyberdéfense, autour de tout ce qui est scripting, cryptographie. Et on a essayé d'appréhender, d'apprécier, est-ce que sur ces compétences, d'une part, les entreprises expriment un besoin, ce sera le graphique en haut à droite, est-ce qu'elles expriment un besoin lorsque c'est en rose pâle, ce sont les entreprises qui expriment des besoins dans ces compétences socles de la cyber, et ont-elles réussi à répondre à leurs besoins en compétences? Ce sera le diagramme en rose foncé, en fuchsia. Et ce que l'on voit très clairement, et ce qui nous intéresse, c'est la superposition entre les bandes rose foncé et rose clair. Lorsque la superposition est forte, c'est que les entreprises ont répondu à leurs besoins en compétences à partir des talents soit locaux, soit qu'elles ont chassés dans d'autres territoires. Donc c'est le cas par exemple sur les technologies de sécurisation. On a une bande de 32 sur 80 qui recouvre relativement bien les besoins, mais il reste des besoins à couvrir, puisque très clairement, vous le voyez sur le graphique, les bandes roses ne sont pas du tout couvertes par les bandes roses foncées. Et il y a deux compétences qui paraissent davantage critiques, où la partie réponse est très faible par rapport aux besoins. C'est notamment en IA appliquée à la cyber. Donc vous voyez que les 2/3 des entreprises expriment un besoin en IA appliqué à la cyber, mais qu'elles ne sont que 4% à y avoir répondu. Deuxième compétence critique, la cryptographie, où là aussi, alors ça concerne qu'un tiers des entreprises, mais seulement 4% ont répondu et couvert leurs besoins. Donc ce sont les deux compétences les plus critiques sur le territoire pour répondre aux besoins des entreprises. Là où vous le voyez en bas, on a les 4 compétences qui répondent
aux besoins les plus transversaux des entreprises de l'écosystème, la cyberdéfense, les technologies de sécurisation et la sécurité ingénierie logicielle. Sur le graphique du dessous, je ne vais pas tout détailler, il s'agit de savoir comment les entreprises cherchent à répondre à ces besoins en compétences, soit en formant. C'est le cas, par exemple, de la cyber, où elles sont 40% à dire « je souhaite former mes talents internes à la cyber », ou l'IA, qui domine, où la logique de formation interne domine, l'IA appliquée à la cyber, 40% aussi. En vert, c'est le recrutement. Sur la cyberdéfense, il y a une double logique de formation et de recrutement, alors que sur l'IA, la dominante est plutôt à former en interne. On a fait ce travail sur un ensemble d'autres compétences davantage autour de qu'on a appelé autour des technologies de supervision. Sur le tableau des technologies de supervision, la compétence critique qui émerge, elle est ici. Non, je ne l'ai pas remise ici, pardon. C'est tout ce qui est autour des architectures, la modélisation des architectures est dans le top 5 du recrutement également, avec une moindre couverture du besoin par rapport aux autres compétences de supervision. Donc, si on synthétise l'ensemble du diagnostic, on a 3 compétences critiques fortes sur le territoire, en allant aussi, sur les autres compétences qui sont juridiques et organisationnelles. On retrouve la situation qu'on avait juste avant, avec des entreprises qui expriment un besoin en sciences cognitives et en usage appliqué à la cyber, mais qui couvrent peu leurs besoins. Donc c'est la 3e compétence critique du diagnostic, tout ce qui est sciences cognitives appliquées à la cyber. En revanche, vous le voyez sur les compétences juridiques autour à la fois de la gestion de crise, la connaissance de la gouvernance des risques, la veille des normes, la connaissance et la veille juridique, les parties rose foncé couvrent un petit peu plus, se superposent un petit peu plus aux parties rose clair. Donc on a un taux de couverture des besoins qui est plutôt plus fort sur ces compétences que sur les compétences technologiques ou techniques. Mais vous le voyez, il reste du chemin à parcourir. Là, le plus souvent, vous avez non seulement un recours à la formation qui va être fort, beaucoup moins de recrutement, on a beaucoup moins de vert, et on a beaucoup plus de jaune, c'est-à-dire de sous-traitance. C'est face parfois à la taille, ce sont des acteurs de petite taille, plutôt que de recruter ou de former sur ces compétences complémentaires, ils vont aller chercher des talents à l'extérieur de leur organisation. Ainsi, si on veut retenir la pointe de ce diagnostic, les 3 compétences critiques sont appliquées à la cyber, l'IA, la cryptographie, les sciences cognitives. Et les besoins sont vraiment forts et croissants, notamment avec un taux de recouvrement insuffisant en complément sur la cybersécurité et tout ce qui est architecture. Alors on s'est intéressé également aux critères de recrutement de tous ces acteurs, afin de pouvoir répondre à cette question. Lorsque le vivier est petit, comment on fait pour détecter les talents? Sur quels critères se basent les entreprises? Elles ont bien sûr des exigences techniques, des exigences de savoir-être professionnel, puisque le contact avec les clients sont élevés. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont d'autres attendus autour d'aptitudes et d'appétences, autour des attitudes, et notamment, et on va le revoir tout à l'heure, la question de la curiosité, la capacité à faire de la veille et à mettre en place de la pédagogie avec des non-experts. Et ça, c'est vraiment des caractéristiques, des qualités que les étudiants doivent développer et faire valoir en fait lors des recrutements pour se faire recruter, se faire choisir et ensuite surtout mettre en œuvre dans le cadre de leurs compétences professionnelles. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez, si vous croisez ces compétences attitudinales avec ce qui est dit et avec les représentations qu'ont les étudiants de ce qui est attendu dans la cyber, elles sont en fort décalage sur ces compétences, ces attitudes. Souvent, ils se disent c'est un monde de geeks, on peut être dans son petit monde, dans sa bulle, alors que non, dans la cybersécurité, il faut pouvoir justement exposer sa technicité, la rendre accessible et pouvoir accompagner, notamment en cas de risque et de crise, les entreprises à partir de soft skills importants. Vous avez ici le top 6 des besoins en recrutement qui est rappelé. Je ne reviens pas dessus parce que ça rejoint un petit peu le diagnostic que j'ai présenté juste avant. Sur la partie offre de formation, on a réalisé bien sûr la cartographie de l'offre de formation
avec une enquête où les 2/3 des organismes de formation nous ont répondu. Je ne vais pas vous donner le détail parce que c'est très local. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le Grand Est, l'offre de formation en cyber est très développée à tous les niveaux et qu'il y a vraiment aussi des offres de formation diplômante vraiment de pointe. Et donc, ça permet de se former à tous les niveaux de compétences. Le territoire du Grand Nancy, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je l'ai cerclé en rouge pour que vous ayez un petit rappel. Là aussi, sur le territoire, tous les types de niveaux de formation sont disponibles, avec également une forte capillarité avec les entreprises partagées par les organismes de formation. Ce qui va nous intéresser plus aujourd'hui, c'est le graphique de droite, par rapport à la question de savoir est-ce que les offres de formation qui se développent sur le territoire font-elles l'objet, ont-elles trop de candidats ou au contraire ont-elles des difficultés à trouver des candidats pour se former? Eh bien, en fait, c'est là aussi l'hybridité qui domine. Et c'est ce que représente le graphique de droite. Vous avez en vert les formations où les demandes et les places disponibles s'équilibrent. Et vous voyez que le vert est minoritaire. Alors, que se passe-t-il sur les autres formations? Les formations qui sont en jaune, c'est le cas donc d'un quart des formations. Certaines formations de l'organisme sont pleines, d'autres ne font pas le plein. On a une dissymétrie et il y a comme ça des flux, peut-être par imitation, par réputation, qui convergent sur un diplôme et pas sur l'autre. De même, sur les oranges, on a 15% d'organismes qui, globalement, ne font pas le plein de candidats. Et enfin, 40% des organismes, là, pour le coup, disent nous, on sature sous les demandes, on a trop de candidats pour le nombre de places. Donc, il y a tout un travail à faire aussi dans les territoires afin de mieux orienter les jeunes vers ces places disponibles. Parfois leur dire, justement, ce diplôme est peut-être un petit peu moins connu, mais c'est parce que tu l'auras, que tu seras plus identifiable dans les compétences. Et puis leur rappeler toujours que la cyber, c'est une formation continue dans la vie professionnelle, et donc que leurs compétences d'entrée, finalement, seront complétées aussi dans la vie professionnelle. Donc certes, le diplôme est important, mais parfois, il y a peut-être la possibilité de regarder juste à côté. Donc ça, c'était un résultat important, la difficulté parfois pour les organismes à trouver des candidats ou à avoir la bonne adéquation. Du point de vue des défis des organismes de formation, ils partagent tous un sujet autour de la féminisation. Donc si on veut renforcer le vivier, il faut attirer des filles dans la cyber. Pourquoi pas sur les parcours cyber plus juridiques ou qui mixent du technique et du juridique, ou qui mixent du technique et de l'organisationnel. Peut-être que c'est un tremplin plus facile pour les attirer. Des sujets autour de l'élargissement du vivier face au manque de besoins, avec des organismes et des entreprises qui se tournent vers le vivier de la reconversion, des personnes en reconversion, on va y revenir, et parfois des soucis de manque de formateurs. Ça, ce sont les tendances, je dirais, partagées par l'écosystème. Alors justement, par rapport à ces profils issus de la reconversion, comment répondre aux besoins des entreprises si nous n'avons pas suffisamment de candidats issus des formations initiales? C'est en favorisant les parcours de reconversion. Alors, qu'est-ce qu'il est possible comme parcours de conversion? Nous avons rencontré sur le territoire une grosse quinzaine de profils, d'acteurs qui, dans l'ensemble, ont réussi leur reconversion. Certains ont dû l'arrêter, et je le précise tout de suite, parce qu'en fait, ils n'ont pas trouvé d'entreprise pour faire leur alternance. Alors que quand on a 35, 40 ans, parfois qu'on est chargé de famille, effectivement, faire une reconversion complètement sans soutien financier, c'est pas toujours possible. Donc certains ont dû l'arrêter pour cette raison. Et quand on regarde les profils, vous le voyez, et on va s'arrêter sur ces profils les plus éclectiques. Certes, certains étaient en proximité, étaient dans le développement logiciel ou la maintenance informatique, mais d'autres, la moitié de notre panel, étaient vraiment issus d'univers professionnels complètement éloignés de la cyber. Nous avons une coiffeuse, un pâtissier, un vendeur dans le milieu bancaire, un pompier gendarme, un animateur nature dans de découverte des écosystèmes. Et ces personnes ont désiré, alors vous allez me demander comment, faire de la cyber. Alors ils ne l'ont pas désiré tout de suite et ils ont réussi, tous ces acteurs, leur parcours de reconversion. On va juste voir avec eux les raisons pour lesquelles ils sont allés dans le secteur. Ils sont allés dans ce secteur déjà parce qu'ils avaient envie de rompre. Effectivement, il leur manquait quelque chose. Ils se sont souvenus de quelque chose qu'ils avaient en commun, c'est-à-dire ce goût quand ils étaient plus jeunes, pour aller, une curiosité naturelle, pour aller chercher des solutions, faire des puzzles compliqués, répondre, s'auto-former, etc. Ils se sentaient assez solides dans ce côté autodidacte. Et ils ont recherché un petit peu quoi faire.
Et ils ont fait des rencontres professionnelles et personnelles où les gens leur ont dit, mais si, toi qui as toujours aimé être touche à tout, etc., pourquoi tu n'irais pas là-dedans? Tu sais, ils cherchent, etc. Et ils ont réussi à se projeter dans cet univers avec une première difficulté à lever qui était de se dire, oui, quand même, j'aime, je m'y verrai peut-être, mais est-ce que je suis légitime à aller sur ce secteur tellement pointu? Et donc, il a fallu un certain nombre de rencontres, d'occasions, de projections de soi pour se dire, finalement, c'est peut-être accessible. Et ils se sont rassurés en se disant qu'ils disposaient de compétences particulières du point de vue de leur attitude et notamment de transfert professionnel. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on transfère quand on est coiffeuse? Eh bien, on peut transférer sa capacité à résister au stress. Parce que quand vous avez la tête d'une femme ou d'un homme très attentif à sa coiffe, vous n'avez pas droit à l'erreur en situation. Donc, c'est pareil en pâtisserie. La résistance au stress et puis des qualités relationnelles orientées sur la satisfaction client. Et ils se sont appuyés aussi là-dessus pour se dire, bah oui, je pourrais apporter des choses. En fait, il faut juste que j'acquière un truc. En fait, j'ai des qualités adaptées. Et on retrouve, vous voyez, la curiosité qu'évoquaient les compétences attitudinales qu'évoquaient les employeurs. Par contre, il faut que je développe des compétences techniques. Et pour ça, le recours à la formation est indispensable. Ils se sont d'abord projetés sur un bac+3. Et en fait, c'est à l'occasion de leur bac+3, une fois validé, et de la rencontre des employeurs, qu'ils se sont dit, mais en fait, on me pousse à aller plus loin. Et ils ont validé un bac+5 en cyber. Ils sont aujourd'hui en emploi. Très clairement, sur la faisabilité de ces parcours de reconversion, qui est un point d'intérêt du diagnostic, c'est vraiment le soutien, le fait de pouvoir se projeter, la capillarité ou la possibilité d'avoir des maîtres de stage, des professionnels qui apportent voilà, la motivation pour réussir. Et puis l'alternance, très clairement, comme je l'ai précisé tout à l'heure, qui est une clé de réussite pour pouvoir financer son parcours. Dans les quelques minutes qui nous restent, non, ça va. Dernière brique, une fois qu'on a compris quel était cet écosystème, où étaient les besoins, on peut se demander, à l'horizon des 5-8 prochaines années, comment vont évoluer les besoins du territoire en cybersécurité. Alors, on a formulé 4 scénarios avec les entreprises. Comme on l'a évoqué en début, l'un des points clés du secteur, c'est quelque part la sous-demande exprimée par les professionnels ou le secteur public par rapport à son besoin. La protection cyber, le niveau de maturité cyber doit être augmenté, mais en fait, les acteurs ne formulent pas cette demande. Donc, premier sujet, c'était notre scénario B, le scénario fil de l'eau, pourvu que l'orage tombe plus loin. Les entreprises et les acteurs du public continuent à se dire « Ok, je sais qu'il y a des menaces, je sais que ça explose partout, je connais même mon voisin qui s'est fait rançonner, mais j'espère passer entre les gouttes. Et donc, c'est trop anxiogène pour moi, ce dossier de la cyber. On continue comme on y était. Et du coup, les acteurs, effectivement, se développent moins rapidement que dans le scénario A. Le scénario A, c'est celui d'un alignement un petit peu plus fort des planètes autour de cette prise de conscience de la nécessité d'augmenter la maturité cyber de l'ensemble des acteurs du territoire. Un territoire et une politique publique qui devient très offensive pour favoriser cette mobilisation des acteurs, avec un plan d'action, avec des référents cyber, avec des budgets dédiés pour les établissements publics pour qu'ils renforcent leur protection cyber. Je vous précise, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, que le Grand Nancy est un territoire où il y a énormément de spécialités santé et d'hôpitaux, en fait, qui font, comme vous le savez, l'objet de cibles particulières. Donc il y a un sujet autour de la cybersécurité en santé. On a imaginé des allègements de fiscalité locale pour tous ceux qui feraient leur diagnostic et qui renforceraient leur protection. Vous voyez, un territoire qui se mobilise. Dans ce contexte-là, Nancy ayant une très belle proposition de formation, les talents décident de rester localement davantage, de monter leur structure comme ils le font aujourd'hui. Et la notoriété d'excellence de Nancy se poursuit. Ce qui fait que cette notoriété, elle continue à attirer. Et là, on est plutôt sur un chemin de succès. Les acteurs de formation se disent aussi qu'il faut garder cette capillarité, renforcer le vivier et développer donc un écosystème capable de fournir en valeur et en nombre les besoins du territoire. Alors ça, ce sont 2 scénarios un peu classiques, sans rupture. Et vous le savez sur le secteur, ou en tout cas, ça a émergé très, très rapidement dès qu'on interroge les entreprises du secteur de la cybersécurité. On ne peut pas faire abstraction de 2 autres scénarios pour préparer et anticiper les besoins en compétences.
c'est la question de la place de l'IA dans ou face à la cyber. Premier scénario formulé, l'IA est une révolution d'aujourd'hui, elle est déjà là, mais elle va s'accentuer et donc générer de nouveaux risques, ce qui conduit en fait les acteurs à devoir renforcer le recours à des prestataires extérieurs. L'excellence académique, vous l'avez vu tout à l'heure, on est en retard sur l'IA appliquée à la cyber dans le territoire, mais les bouchées doubles, les liens entre les résultats de la recherche et les organismes de formation se développent, se diffusent par capillarité, ce qui fait que l'écosystème est capable de former des experts en IA appliqués à la cyber pour répondre aux besoins. Là, on est sur une situation sous haute tension, donc les acteurs ont cette fois tout à fait conscience qu'il faut que ça s'accélère. Et on est sur un scénario où la cybersécurité renforce ses capacités, ses besoins, mais sur des profils plus diplômés que dans le scénario au fil de l'eau. D'accord ? Sur ce scénario, on aura un effet haute diplomation face à l'IA. Autre scénario, le dernier, sur l'IA, c'est qu'en fait l'IA soit l'outil de la cybersécurité de demain, plus que les talents eux-mêmes. C'est-à-dire que l'IA soit vraiment mobilisée au sein des solutions technologiques de cybersécurité, et ça risquerait d'avoir pour incidence, là aussi, d'accentuer le moindre besoin de profil de niveau Bac+3, et d'augmenter, c'est pour ça qu'on l'a appelé le scénario pointe de diamant, d'augmenter le besoin d'expertise dans le secteur de la cyber, et notamment, voire même de Bac+8. Alors, globalement, sans détailler les résultats, le territoire a souhaité disposer d'une modélisation en fait, de ces flux depuis le démarrage de l'écosystème, depuis les années 2000. Comment on arrive à être à 750 effectifs à partir de 130 établissements dotés de talents cyber, et voir un petit peu dans l'avenir comment, en fonction de ces scénarios, sur hypothèse, là on est vraiment sur un travail de simulation sur hypothèse, quelle est la volumétrie des talents qu'il va falloir former sur le territoire pour pouvoir répondre aux besoins de demain. L'ensemble du diagnostic a permis de formuler in fine un plan d'action pour améliorer du coup la capacité du territoire à répondre aux besoins des entreprises, que ce soit les entreprises prestataires ou les entreprises et administrations qui auront besoin de trouver des capacités, des compétences pour répondre à leurs besoins sur prestation. Et il y a un point clé peut-être que je voudrais souligner pour peut-être ouvrir sur une ou deux questions, c'est le fait que cette compétence cyber, elle nécessite à la fois de la formation, mais on voit bien à travers les attitudes, la capacité à résister au stress, éviter le turnover, ça nécessite de l'entraînement. Et donc, il y a toute une réflexion autour de la capacité à proposer des mises en situation opérationnelle, des scénarios dédiés pour que les entreprises aussi n'aient pas des propositions trop génériques, mais puissent trouver des scénarios qui s'adaptent à elles pour pouvoir tester leur niveau de préparation. Donc il y a vraiment un sujet autour de la cyber pour pouvoir répondre par rapport au vivier, puis ça permettra à un certain nombre d'acteurs issus de la reconversion de mieux se projeter, de mettre en œuvre en fait les risques, de mieux les toucher du doigt et de pouvoir s'entraîner sur les attitudes complémentaires de pédagogie, de gestion de risques, d'hybridation, notamment autour de capacités d'entraînement. Voilà pour les points clés de ce diagnostic. Merci beaucoup Marie-Laetitia Desrobert pour cette masterclass.